La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Et voilà, cette découverte d'une nouvelle start-up dans l'aventure OVNI, en tout cas, et dans ton aventure. On va pouvoir découvrir un peu Bacta. Je suis trop content de te recevoir, Mathieu. Écoute, on va, je te le disais à l'instant, moi, mon idée, c'est de comprendre un peu ce que vous faites. Mm-hmm. Vous êtes très tôt dans l'aventure avec Bacta, non ? Oui, tout à fait. On a démarré en janvier 2024. Donc, okay. Ça fait 6 mois. C'est assez récent, tout à fait. C'est ta première boîte, toi ? Non, c'est ma deuxième entreprise. Je le savais quand même, ça. Ouais. La première, tu as fait un exit ? Oui, tout à fait. Donc, on faisait de l'analyse de données pour les administrations publiques et les collectivités territoriales. Okay. Donc, si tu veux, c'est comme Microsoft Power BI, mais pour ta mairie, quoi. Donc, on se connecte à toutes les sources de data, on centralisait l'info et ensuite on donne accès à des tableaux de bord, des analyses graphiques, des visualisations. D'accord. Donc, on a monté ça avec 2 copains de promo en 2017. On n'y connaissait pas grand-chose. Au final, ça a pas mal marché. Et effectivement, on a revendu ça en 2022. Voilà, avec plusieurs centaines de clients, bons revenus, une 50aine de personnes dans l'équipe. Et la boîte continue d'exister aujourd'hui au sein du groupe qui s'appelle Reliance. Curiosité là-dessus, ça se vendait comment aux mairies ? C'est ça, moi, ce qui m'effraie dans ces business-là, c'est comment tu vends à des collectivités ? Ouais, t'étais pas le seul. C'était un retour qu'on avait... assez fréquemment auprès des VC, mais en fait, c'est comme un deal B2B classique, hein. Tu t'adresses à une organisation, sauf que la plus petite mairie qui pouvait utiliser notre software, il y avait tout de suite plusieurs centaines de personnes, donc c'est comme s'adresser à une entreprise qui a plusieurs centaines d'employés. Voilà, donc tu fais de la découverte du besoin, tu cherches à faire une démo qui aligne tout le monde, tu as besoin de faire en sorte que la personne qui s'occupe du budget, l'utilisateur, le décideur, soient tous alignés. Et après, ça ressemble à une vente B2B classique avec un certain nombre de contraintes, notamment sur les marchés publics. Mais B2B, c'est pas trop long en cycle ? On avait des cycles de vente qui étaient entre 4 mois pour les plus courts et 1 an pour les plus longs. Mais okay. 1 an, c'était des deals à 100, 200 000 euros par an. Donc, c'était pas extrêmement contraignant, mais de l'extérieur, il y avait cette peur. Et ensuite, les marchés publics, c'est de l'argent public. Donc, ils avaient un certain nombre de règles qu'ils étaient obligés de respecter, dont on était aussi... comptable, mais on arrivait à se débrouiller. On a eu une croissance notamment en 2021, tu vois, on arrivait à faire du x2, x3 par an. Extra. Donc qui est vraiment sur un rythme B2B classique. Après, t'as un marché qui est globalement fixe, parce que le nombre de mairies n'augmente pas. Il a plutôt tendance, et c'est heureux, à réduire en France. Et ensuite, donc, de toute taille, ça allait de la petite ville de quelques milliers d'habitants au département ou même à la région, qui là, c'est vraiment des entreprises avec plusieurs milliards de budget et des dizaines de milliers d'employés, quoi. Donc malgré ton jeune âge, tu n'es pas un first-time entrepreneur alors, et tu as décidé de te relancer assez vite, finalement, non ? Ah oui, complètement. J'ai pris 3 jours de vacances à Noël et je suis retourné au labo début janvier. C'est vrai que moi, c'était quelque chose. Donc, on a fait notre exit en 2022. On a fait la transition avec le groupe Reliance qui s'est très bien passé. Un nouveau CEO est arrivé donc en mars 2023. Harold qui m'a remplacé. Je me suis occupé de la passation, on va dire. Ça fait mal ? Ça fait pas mal, on va dire, parce qu'on avait fait ce travail et on savait que on rentrait dans une autre partie de l'aventure. Je dirais qu'il y a des frustrations, mais un petit peu comme dans une levée de fonds ou dans la croissance d'une entreprise, c'est-à-dire qu'on s'était fait au moment du deal un certain nombre de plans, de rêves, et ils se sont pas tous matérialisés. Donc tu essayes d'intégrer une équipe de 50 personnes dans un groupe qui en fait 3000. Il y a des choses qui seront plus jamais comme avant. C'est la vie. C'est aussi une autre phase de la vie de l'entreprise. Mais je pense qu'on a fait ça proprement. T'es passé de Châtelet à La Défense ? Je suis passé... Alors, la boîte est basée à Lyon, donc on n'a pas eu à faire l'aller-retour à La Défense. Et ils ont gardé, on va dire, une forme d'autonomie de Manti, mais ça a été vraiment... ça a été un processus d'intégration. Je pense que c'est aussi une science côté grand groupe, où il y a des groupes qui font ça extrêmement bien, il y a des groupes qui vraiment veulent juste la techno et passent au marteau-piqueur sur le reste. Et après, nous, on était un peu entre les deux, avec des choses qui marchaient très bien, des choses qui marchaient moins bien, et puis un certain nombre de processus qui sont plus rigides qu'avant, mais qui doivent s'adapter à un groupe multinational avec plusieurs entreprises. Et là, tu reviens avec un projet
qui est juste totalement différent, qui a a priori absolument rien à voir, peut-être un peu... Non. Alors moi, le lien que je fais, c'est que donc effectivement, donc je me lance dans un projet de biologie industrielle. Bacta, tout à fait. avec un C majuscule au milieu. Voilà, pour carbone. Ok. On fait du caoutchouc naturel à partir de micro-organismes et de matières premières renouvelables, donc sucre, CO2. Et l'objectif, donc, c'est de fournir une matière première critique à des industriels qui ensuite s'en servent pour faire leurs produits, donc des gants, des pneus, des chaussures, des bracelets de montre, des articles de sport, etc. Tu vas faire du caoutchouc de synthèse, je reprends voilà, c'est ça. Dans les grandes lignes. Caoutchouc de synthèse, on cherche à remplacer donc à la fois du caoutchouc synthétique qui est pétrosourcé et du caoutchouc, donc ce qu'on appelle caoutchouc naturel, qui en fait qui provient d'EVA, donc de grands arbres à caoutchouc, qui ont des problématiques similaires à l'huile de palme en fait, parce que ça grandit dans des climats très spécifiques. Il y a 4 pays en Asie du Sud-Est qui contrôlent 90% de la production et on est obligé de déforester massivement, ce qui pose tout un tas de problèmes de carbone, de biodiversité, de souveraineté. Et donc on cherche à remplacer effectivement ces matériaux-là. Très intéressant. Ok, donc tu vas proposer du caoutchouc. Je me rends pas compte à quel point c'est encore important par rapport au PVC dans d'autres univers où il y a une demande toujours croissante de caoutchouc. Ah oui, c'est 4 kilos par an et par humain qu'on produit de caoutchouc. Donc c'est assez massif et ça continue de croître entre 5 et 10% par an. En fait, c'est porté principalement par la croissance démographique, mais aussi par le fait qu'aujourd'hui, pour du caoutchouc naturel, on n'a même pas vraiment d'alternative et les caoutchoucs synthétiques n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Donc pour des usages très techniques, par exemple des très gros pneus, type pneus d'avion ou d'engins de minage, on utilise beaucoup de caoutchouc naturel encore aujourd'hui. Okay. Les gants, c'est pareil. Enfin, je sais pas si au labo, j'en teste beaucoup, mais le latex, c'est beaucoup plus agréable. On est passé sur du caoutchouc synthétique parce que c'était moins cher, mais globalement, il y a quand même pas mal d'usages là-dessus. Tout ce qui touche effectivement aux usages médicaux, à un certain nombre d'usages techniques, les chaussures, là ta montre, il y a probablement aussi du caoutchouc. Alors c'est peut-être du nylon, je sais pas. C'est peut-être du nylon, c'est normalement, je pense. Ok. Mais là, dans les casques, les joints, il y en a vraiment partout quand tu commences à savoir regarder. Là, hop. Sur une petite prise, un câble USB-C. C'est ça. Ok, donc t'es devenu obnubilé par le caoutchouc, t'en vois partout. En fait, mais c'est pire que ça parce que donc moi, mon idée, j'avais après Menti, donc j'avais cette idée de me dire, ok, je veux reprendre, on va dire, de l'ingénierie un peu plus concrète. J'ai cette idée que pour augmenter le bien-être humain, on va dire, il faut arriver à maximiser la disponibilité énergétique et la disponibilité des matières premières. Donc la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait ça sans tout détruire autour de nous et en minimisant à la fois notre impact environnemental et les externalités négatives. Donc, pour l'énergie... c'est pas l'objet du débat, mais je pense qu'on a une technologie, mais que le problème, il est plutôt politique. Nucléaire, exactement. Okay. Pour les matières premières, je suis assez convaincu que la biologie de synthèse permet, en fait, de construire, on va dire, des usines moléculaires programmables qui, à terme, peuvent vraiment synthétiser à peu près n'importe quoi à partir d'eau, de CO2 et d'air. T'as une machine où tu peux imaginer même un synthétiseur où derrière, tu... rentre ce dont tu as besoin, ça te fait le calcul de la synthèse chimique ce serait ça génère les bonnes enzymes et ensuite tu obtiens ton truc qui sort comme par exemple du métal ou non quand même pas. Alors les éléments de la table périodique c'est compliqué, on est obligé de les extraire, mais tout ce qui est végétal ou animal on peut imaginer ça quoi. Tout ce qui est ça se voit très bien avec les boîtes de culture cellulaire, mais la viande ça pourrait ou même ça devrait marcher comme ça. Tout ce qui est produit on va dire végétaux, donc de la soie, tout ce qui est caoutchouc, élastomère, même un certain nombre de produits alimentaires, coton peut-être, les textiles, un certain nombre de thermoplastiques aussi. Ça, donc j'aurais une sorte de four micro-ondes, je dirais tiens j'ai besoin un synthétiseur, et puis après derrière c'est branché à une imprimante 3D et puis hop. A priori, tu devrais pouvoir... Je me fais mes petits napperons pour la maison, quoi. Exactement, tu génères tes trucs en dentelle, là, c'est super, ou tu te génères on peut imaginer un repas... L'amie qui va être contente. Hein, voilà. Avec, encore une fois, de l'eau, du CO2 et de l'air. Donc toi, tu te lances finalement un peu dans une première expérience pour te rapprocher de ça, en disant le produit le plus demandé, peut-être le plus polluant, en plus si c'est la synthèse, c'est le caoutchouc, donc je vais me concentrer là-dessus. Ouais. Toi, tu viens en concurrence, si je comprends bien, avec le caoutchouc de synthèse. Le caoutchouc naturel, en fait,
il est. Alors oui, tu me diras tu me dis que ça pollue en Asie et pas mal, mais, c'est ça le problème, mais il reste avec des propriétés qui sont mieux. T'arrives avec des propriétés aussi bien que le caoutchouc naturel, toi ? Ouais, on arrive même à des propriétés qui sont meilleures dans le sens où le caoutchouc naturel et les échelles de qualité sont notamment liées au taux d'impureté, qui sont de la terre, de la cendre, du bois. Nous, on n'en a pas, par définition. Et en plus de ça, on arrive à faire une matière qui est hypoallergénique, qui est un des problèmes du caoutchouc naturel, qui crée des allergies chez les humains. Donc on arrive avec quelque chose qui est supérieur en qualité, qui a aucun des désavantages du caoutchouc naturel, type, encore une fois, déforestation, impact carbone, etc. Et en termes de prix, l'objectif, évidemment, c'est d'être à la parité prix, parce que ça suffit pas de dire on est négatif en carbone pour pouvoir convaincre, en tout cas, des acheteurs industriels. Et le caoutchouc synthétique, il est en concurrence avec toi aussi. Il est moins bon, mais c'est ce que tu as l'air de dire, mais j'imagine que ceux qui produisent ça, ils doivent travailler très fort pour qu'il soit aussi bien, aussi. Ouais, alors le caoutchouc synthétique, en fait, c'est pas une seule molécule, il y a toute une famille de molécules qui sont du caoutchouc, en fait, c'est comme du plastique, quoi. Ça vient du pétrole. Le moins cher, effectivement, du butadiène, c'est quelque chose qui est... qu'on utilise dans beaucoup d'applications parce que c'est moins cher que le caoutchouc naturel. Après, on a des caoutchoucs synthétiques spécialisés pour des résistances chimiques. En général, si par exemple tu as des combinaisons de plongée qui sont avec du caoutchouc, du néoprène ça s'appelle, où là on est sur des caoutchoucs qui sont plus chers et qui ont des propriétés un peu différentes. Et que le caoutchouc naturel ne sait pas reproduire. Ce qui se passe en général, c'est que l'industriel va faire un mélange en fait, entre caoutchouc naturel et caoutchouc synthétique. Nous, on vient proposer un remplacement au caoutchouc naturel et potentiellement à certains caoutchoucs synthétiques où il se serait dit en fait c'est plus pratique, parce que tu as aussi une question de sécurité d'approvisionnement, hein. Vu qu'il n'y a que 4 pays et que globalement un arbre ça prend 10 ans à être productif, une fois qu'il n'y a plus de caoutchouc mondial, du coup tu switches sur le synthétique, parce que extraire un baril de pétrole c'est toujours plus facile. Et donc potentiellement on pourra remplacer ça, mais du caoutchouc synthétique, pour moi à terme, il y en aura quand même pour des usages spécialisés, on ne saura pas tout faire, sauf à arriver effectivement à cette vision un peu magique de ok, t'as besoin de telle propriété, donc je te rajoute un atome de chlore là, et en fait j'arrive au bon polymère. Mais ça c'est pour dans un certain temps, effectivement, comme tu l'as dit. Combien de temps ? Je dirais le temps d'avoir ça chez toi, au moins 20 ans. Au niveau industriel, ça commence à marcher pour certains trucs, typiquement l'éthanol, on sait très bien produire de l'éthanol. Pour des trucs de biotech industrielle, on commence à avoir du cuir, la viande aussi, on voit, tu vois, Nicolas de Gourmet, on discutait avec lui, ils arrivent à faire du foie gras synthétique, donc ça sera peut-être dans quelques années, mais avoir vraiment à toutes les échelles des synthétiseurs où tu peux te dire ok, je peux tel truc, et tu vois, avoir une espèce de correspondance entre j'ai besoin de telle propriété de mon matériau et avoir une machine qui te dit ok, je peux te sortir tel matériau, donne-moi juste encore une fois du sucre, de l'eau et du CO2. Ça, pour moi, ça va arriver à terme, mais ça va prendre un certain temps. Et toi, t'en es où sur ton caoutchouc ? Alors, donc nous, en fait, on a aujourd'hui... On enregistre pour expliquer 6 mois plus tard, enfin 6 mois après la création, voilà. C'est ça, donc... Donc on s'est... moi, ça faisait quand même un petit peu de temps que je travaillais là-dessus. J'avais trouvé notamment un labo, j'avais trouvé une première partie de la technologie et j'avais fait des premiers tests, en fait. Donc aujourd'hui, on a une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on est capable... Attends, juste pour comprendre, je voudrais revenir là-dessus, mais comment tu fais ? Toi, Mathieu, t'es là, tu te dis, tiens... je suis un peu chelou quand même, mais on est dimanche matin, j'ai envie de faire du caoutchouc. Non, pardon, mais je sais pas, c'est intéressant de voir d'où ça vient déjà l'idée. Mais surtout, tu peux aller voir des gens, leur dire ton idée un peu folle, et eux, ils vont te dire peut-être que c'est possible. Toi, t'étais déjà là-dedans, t'avais déjà des idées de propriété, il y a des publications. Enfin, juste pour revenir sur très très tôt, comment ça se passe avant même la création de la société, parce que j'avoue que je pense pas exactement comme ça, mais j'ai d'autres idées créatives, cela dit. Mais Ouais, en fait, ce qui s'est passé, donc vraiment, j'avais cette idée de me dire, ok, donc je veux, on va dire, participer au fait de créer de l'abondance soutenable pour l'humanité, et donc la prochaine entreprise que je vais faire, ce sera centré autour des matières premières, probablement en utilisant de la biologie de synthèse, parce que tu me demandais le lien, mais je vois beaucoup de liens entre la biologie synthétique et l'industrie informatique, dans le sens où en fait tu codes des trucs et tu peux voir la cellule comme un petit ordinateur, même si c'est simpliste.
Donc je me disais ça, et j'avais fait une analyse en fait de toutes les matières premières critiques dans le monde. Donc effectivement, t'as des minéraux, tu vois, le fer, le cuivre, t'es obligé de les extraire. Le cobalt, le nickel, toutes ces choses-là, le zinc. Et après, t'as tout ce qui est matière, avec de molécules en fait, où il y a plusieurs atomes, et donc ça va être des produits végétaux, des produits animaux, et puis certains produits aussi qu'on extrait de la nature. Et donc ça, en fait, j'avais fait une liste très analytique comme manière de procéder, avec le marché, à quel point c'est polluant, à quel point est-ce qu'on a des alternatives, etc. Et le caoutchouc arrivait en tête de liste parce qu'on a un marché, 40-50 milliards qui continue à croître, on n'a pas d'alternative. Très problématique à la fois parce que beaucoup d'émissions de CO2 et une problématique de déforestation, et on a déjà un processus biologique, parce que arbre. Donc ça, c'est cool. Le numéro 2 sur ma liste, c'était les engrais azotés. Mais j'allais te demander, le 2 et 3 Le 2, c'était les engrais azotés, et le 3, c'était pour des minéraux, en fait, où ils utilisent des microbes pour purifier du palladium, qui est très cher au kilo, mais où le marché, ça s'est utilisé notamment pour les puces. Okay. Donc voilà, c'était plutôt l'industrie minière où l'idée c'était de purifier des minerais bruts. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller creuser le 2 et le 3, contactez Mathieu, il sera ravi d'être investisseur chez vous. Et donc j'avais cette idée, et à partir de là, donc moi je me suis fait un mini gradué de programme. Tu vois, la biologie, j'en avais pas fait depuis le lycée, maths, informatique, je trouvais ça approximatif comme science. Et donc jusqu'ici moi aussi je peux m'y remettre, donc peut-être tu regardes, voilà, il y a des trucs super sur internet, sur Coursera, MIT OpenCourseware, c'est super, c'est Crash Course sur YouTube, je recommande pour tous les domaines de la et tu t'en es fait plein, et je m'en suis fait plein, chimie, biologie, chimie organique, et biologie de synthèse, biologie moléculaire, biologie cellulaire. Et après, je commençais à lire des papiers scientifiques, tu vois, où on est la recherche, notamment sur le caoutchouc, donc en réunissant le côté scientifique et le côté business. Et donc là, ça m'a permis d'avoir une espèce, tu vois, de commencer à générer des hypothèses, à me dire, peut-être que si je mets telle enzyme avec telle enzyme, vu ce que me dit tel papier, ça va produire du caoutchouc. Bon, c'est super, t'as ça comme idée, t'as une séquence d'ADN, du coup, que tu te dis, si je la mets dans une cellule, alors ça va produire ce que je cherche. T'as pas de labo, et tu peux pas vraiment faire ça sur ton canapé, contrairement à une boîte de SAS. Donc là, c'est entamer une séquence pas triviale. Où pardon, je t'interromps, juste avant de trouver le labo, tu vas m'expliquer comment on le fait. Est-ce que ça peut se simuler ? Non. Okay, merci, j'ai ma réponse. Merci. On va passer au labo. non, mais ça pourrait, tu sais, on sait jamais, peut-être avec de l'IA dans le futur, ce que fait Dassault Systèmes sur beaucoup de choses, on aurait pu se dire finalement, on peut peut-être simuler ce genre d'opération. Non, mais c'est un espace vraiment intéressant, et d'ailleurs, un peu naïvement, tu vois, j'ai dit qu'on pouvait voir la cellule comme un ordinateur, et c'est toujours une idée que j'ai, mais quand tu dis ça à un biologiste, vraiment systématiquement la réaction que j'ai, les gens rient, en fait, vraiment. Ils sont là. C'est ma question. Il est con. On s'est monté aussi con, alors c'est bien. Merci. Et en fait, c'est juste, il y a trop de paramètres aujourd'hui. Il y a trop de paramètres, il y a plein de mécanismes qu'on comprend pas, et on n'a pas assez de données. Tu vois, l'espace des possibles est tellement grand que, contrairement par exemple au langage humain, où l'espace par définition, il est défini déjà. Il est défini, et tout est créé par les humains. Là, on est sur des choses qui n'ont pas du tout été créées par les humains, donc on a trop peu d'infos. Et pour moi, le facteur limitant, c'est surtout la collecte de données, plus que le modèle et la... Très intéressant. Mais on essaye de progresser là-dedans. Donc tu dois trouver ce labo, toi. Voilà. Et là, tu connais rien aussi. Et puis surtout, tu connais rien, donc c'est embêtant pour trouver un labo. Mais j'imagine que tu connais rien et tu as fait des cours sur YouTube. Quand tu vas voir un labo, ils se disent il est sympa, le petit start-upper, lui. Il a fait ses programmes pour des mairies. Mais bon, c'est un peu ça. Tu l'as vécu ? C'est un peu ça. Alors, il s'est passé... j'ai eu ces situations-là, en mode, mais attends, t'es gentil, mais t'as fait des maths, t'as pas de doctorat, de quoi tu parles, tu te pointes là à vouloir faire du caoutchouc. Non, mais j'ai fait des trucs sur TikTok et YouTube. Je vous promets, ça marche. Je recommande d'ailleurs. Et surtout, en fait, le plus compliqué, c'est que si t'as pas de lien avec l'académique, en fait, c'est très compliqué d'avoir accès à un labo où ça coûte très très cher. Et donc, il y a des incubateurs, notamment liés aux écoles. Donc, je suis allé voir, Centrale, Polytechnique, tout ça. Ils ont des labos qui peuvent te mettre à disposition. C'est des choses assez... sommaire, ne serait-ce que parce qu'ils vont pas, tu vois, ils ont des boîtes de photonique, des boîtes de biologie, des boîtes de médecine, donc ils peuvent pas construire des choses très très pointues et surtout empêcher leurs chercheurs d'y accéder. Et là, j'ai eu de la chance parce que donc je suis tombé sur Ariel, qui depuis est devenu advisor, qui dirige un laboratoire de l'INSERM qui s'appelle le LPI à Paris. Et alors lui, j'ai été mis en contact via le cousin de ma femme qui travaille dans une autre boîte. Et alors lui, il était prêt
non seulement à m'héberger, ce qui était sympa, mais aussi à mettre à disposition une techno qu'il avait développée dans son labo et qui me permettait de, en gros, régler un problème scientifique que j'avais. Et c'est un peu là-dessus que ça s'est fait, c'est-à-dire que lui, pour justifier vis-à-vis de l'INSERM, qui est un institut public, qu'il accueille un start-upper là, qui n'a rien à faire là et qui n'a même pas de doctorat, qui va faire ses petites bidouilles, il l'a justifié en disant oui, mais il va valoriser notre technologie. Donc on a signé un accord de collaboration avec la SAT de l'INSERM qui s'appelle l'INSERM Transfer, en disant on fait un projet à deux. Vous mettez à disposition le labo, la techno, moi j'ai mis un peu de sous pour payer les consommables, etc. Et on partage l'IP, donc tout ce qui sort, on dépose un brevet, c'est 50-50, et vous me donnez une licence pour l'exploitation industrielle. L'IP, tu l'as en propre toi, du coup ? Donc ou l'IP, c'est Bacta ? C'est Bacta, okay. Mais c'est Bacta plus INSERM. Okay. Voilà. Donc on s'est arrangé comme ça. C'est pas mal aussi en termes de street cred pour toi derrière, parce que quand tu bosses avec l'INSERM... Et ça permet de valider un certain nombre de choses. Mais ça, c'est vraiment une des choses que clairement je referais, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de science qui est produite par des chercheurs qui sont guidés par leur curiosité, mais qui derrière ne sort jamais du labo en fait. Et alors, est-ce qu'il y avait eu des projets, je crois que quelqu'un, moi, travaillait là-dessus autour de moi, mais c'est assez vieux, je sais pas où ça en est. Je crois qu'ils avaient vendu pourtant. Mais pour les trouver, parce que la problématique c'est ça, c'est que t'aurais pu ne pas le trouver là, si t'étais pas le cousin de je sais pas qui. C'est ça. Donc en fait, il y a des... Mais il y a des endroits où c'est le boulot ce qu'on appelle des SAT pour Société de Transfert Technologique, j'ai oublié ce que veut dire le A. Mais en gros, vous pouvez aller voir si vous avez soit vous lisez un papier, soit vous allez voir une SAT et vous leur dites, écoutez, moi j'ai une compétence, je sais pas, entrepreneuriale, industrielle, j'ai envie de valoriser telle ou telle techno. En général, ils vous la donneront parce qu'ils seront hyper contents que quelqu'un valorise cette techno et qu'elle ne croupisse pas ou dans un grenier du CNRS. Et derrière, ça peut faciliter effectivement un certain nombre de choses, notamment pour la preuve de concept. Donc on s'en est sorti comme ça. J'ai fait mes premières expériences, ça a donné des résultats qui étaient prometteurs, et à partir de là, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, et on lance la construction d'une vraie entreprise, entre guillemets. J'ai fait mes premières expériences, ça veut dire toi avec tes petites mimines sur ta paillasse, ou c'est avec eux, il y avait plein de chercheurs et plein de gens? Non, c'était moi qui les ai faites, mais ça c'était vraiment j'avais envie quoi. J'étais marré, j'étais là, mes petits Legos d'ADN dans le labo, je faisais mes pipettes et tout. Et ça se passe comment? Tu fais des choses, tu mets avec tes pipettes et t'attends, et tu regardes ce qui se passe, c'est ça? En fait, ouais, alors c'est assez peu impressionnant, parce que déjà c'est des volumes qui sont tout petits, c'est des microlitres, et c'est en général des liquides transparents, donc t'as l'impression de manipuler de l'eau, mais en fait non. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a des technologies aujourd'hui qui permettent... Wow, moment où il s'est rien passé, où tu fais ouais, truc de ouf. Mais donc en fait, tu manipules de l'ADN, donc c'est des brins d'ADN, donc ça code. Il y a 4 bases, tu les codes, et après tu as des enzymes qui les manipulent. Donc c'est vraiment comme des Legos en fait. Tu vas assembler des Legos d'ADN, et une fois que tu as ton brin d'ADN qui est comme tu veux, tu le mets dans une cellule qui, elle, va l'interpréter et créer des protéines. Donc c'est des petites machines, si tu veux, dans la cellule, et les protéines vont prendre, en l'occurrence, des atomes de carbone et les organiser en caoutchouc. Voilà. Théoriquement, c'est ce qui se passe. Donc en fait, tu manipules encore une fois des tout petits volumes, et à un moment, tu le mets dans une culture cellulaire, et donc ça fait, je sais pas, comme quand tu laisses un yaourt trop longtemps, tu as une culture cellulaire, c'est une culture bactérienne qui apparaît, c'est pareil, mais c'est dans des boîtes de pétri ou dans des cultures liquides, et après tu cherches à extraire ton produit. Donc voilà, tu as un certain nombre d'étapes. Et donc c'est pas extrêmement compliqué, mais il y a quand même besoin de savoir un peu ce que tu fais, et encore une fois, c'est impossible à voir, quoi. C'est très peu impressionnant. Et alors, la question, c'est que quand tu passes, toi, de ce moment où tu te dis, bon, ok, j'ai prouvé des choses, qui valide? C'est tes associés de l'INSERM? Comment? Enfin, parce que j'imagine que on viendra après sur OVNI et puis sur ton précide, mais on connaît pas beaucoup plus que ça. Nous, on voit de l'eau, j'imagine, même s'ils doivent avoir quand même, j'espère, on doit avoir des gens qui vérifient, mais qui valide ton truc? Ouais, en fait, t'as quand même un certain nombre de techniques de chimie analytique, notamment, où nous, c'est les premières validations qu'on a faites, c'est-à-dire que tu la fais rentrer dans une machine qui, en gros, va te dire les atomes qu'il y a là-dedans, comment ils sont organisés, et quelle taille ils font. Et donc, en fait, c'est ça, quoi. Tu regardes c'est un peu plus impressionnant, la machine est très grosse en tout cas, mais ça fait un espèce de spectre où tu dis ok, donc là ça veut dire qu'il y a 2 atomes de carbone qui sont organisés comme ci comme ça, là il y a un atome d'hydrogène, et donc ça te donne la preuve entre guillemets que tu as bien la molécule, le polyisoprène, donc de caoutchouc, dans ton mélange, et
ensuite tu cherches à améliorer le signal, le rendre plus net, augmenter la taille de ton polymère, etc. Mais donc c'était ça, l'audit a consisté en ça en fait. On leur a montré les résultats de labo en disant regardez ce qu'on a réussi à faire à partir avec nos séquences, et ça montre que le caoutchouc est produit. Après, à terme, on arrive quand même, c'est des quantités qu'on arrive à voir à la fin des fins, quand on fait des cultures de 5 litres, ça fait comme des gros grains de sel, quoi, on va dire. Donc tu le vois, quoi. Visuellement, tu le vois, tu peux le toucher, machin. Mais avant d'arriver à cette échelle-là, c'est de l'eau, quoi. C'est des gros grains de sel que tu peux fondre et relier les uns les autres pour faire des pneus. Donc là, c'est l'étape où on est aujourd'hui, c'est potentiellement d'augmenter la taille des cultures pour arriver à faire des tests non plus de chimie analytique où on dit juste il y a telle et telle molécule, mais vraiment à quel point ton machin, si je tire dessus, il résiste, si je le fais chauffer, si traction, abrasion, etc. Enfin des tests vraiment matériaux pour connaître les propriétés de ta matière première, quoi. Et donc, tu le disais tout à l'heure, c'est fait à base d'eau. Alors, la matière première, c'est du sucre, du glucose, en fait. Okay. Principalement, tous les matériaux qui nous entourent proviennent, encore une fois, animaux ou végétaux. C'est basé sur du carbone. Tu as besoin d'avoir une source de carbone. Les plantes, leur source de carbone, c'est le CO2. Nous, notre source de carbone, c'est du sucre. T'as plein d'autres sources de carbone. Tu peux faire de l'acétate, du glycérol, du méthanol, etc. Mais il faut une source de carbone. Donc nous, on utilise du sucre parce que ça va vite et parce que je savais rien faire d'autre, clairement. Là, mon cofondateur, Selçuk, lui, son expertise, c'est de diversifier les sources de carbone. Donc l'idée, ça va être le sucre, c'est bien, mais 1, ça coûte cher, et 2, c'est en concurrence avec l'alimentation humaine. Donc on va chercher à passer sur ce qu'on appelle des feedstocks, donc des matières premières qui sont un peu moins chères et pas en concurrence avec l'alimentation humaine. Donc, il y aurait quoi, par exemple, évidemment, CO2, l'exemple, même si ça fait des organismes qui sont assez lents, parce que ça ressemble à des plantes. Après, on a de l'acétate, parce que d'un point de vue, c'est comme du vinaigre, si tu veux. Ça provient, notamment, on peut l'obtenir à partir de déchets agricoles, mais ça permet, d'un point de vue métabolique, c'est assez proche de la molécule qu'on cherche à produire. Et après, on a d'autres options, encore une fois. L'objectif étant de réduire à la fois les coûts et l'impact carbone. Donc, les prochaines étapes, là, avant de réussir à en faire quelque chose de commercialisable, est-ce que déjà tu as une vague idée des premières choses qui pourraient être... Moi, en fait, la première chose, je me dis, finalement, tu devrais voir Pirelli, Michelin ou je sais pas quoi, aller voir ce qu'ils peuvent en faire en F1 ou des choses comme ça. Ils pourraient limite ça me fait penser à un podcast que j'ai enregistré sur Génération It Yourself avec le fondateur de Vercor. Oui. Tu l'as écouté? J'avais écouté, tout à fait. Il me raconte, alors évidemment, il est plus loin que toi dans le process, mais en fait, lui, il a pré-vendu des batteries à Renault. Et donc toi, tu pourrais finalement à un moment trouver quand même un industriel, sans forcément d'ailleurs rentrer à ton capital, qui pourrait se dire, ok, moi je veux pousser ce machin, c'est intéressant pour ma filière. En plus, je suis incentivé par le gouvernement et par l'Europe à moins polluer, à moins, etc. Il faut que j'aille là-dedans, je vais l'accompagner. Ça, c'est un moyen de financement possible? Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que donc on est allé voir typiquement les fabricants de pneus. Eux, ils sont quand même sur des échelles, ils ont besoin de volumes qui sont très importants, donc ce ne sera pas nos premiers clients. En revanche, sur tout ce qui est habillement, bracelets de montre, même potentiellement chaussures, articles de sport, tout ça c'est très bien pour nous. On ne pourra pas générer des volumes énormes, mais en revanche, eux, ces entreprises-là, que ce soit des entreprises de luxe ou des entreprises plus grand public, on va dire, ils savent faire des tests matériaux et du coup nous faire des LOI en disant je suis prêt à acheter tant de kilos à tant d'euros à Bacta si leur matériau répond à tel et tel critère. Et en fait, on va prendre ça pour aller voir du coup des VC ou même des banques et leur dire très bien, est-ce que vous pouvez nous financer notre usine pour justement pouvoir répondre à ces commandes-là. Benoît Lemaignan, dont je parlais à l'instant, avec Vercor, il a fait d'abord une première factory test à Grenoble et la deuxième à Dunkerque qui sera sa Gigafactory. C'est ça. Toi, on est dans ce même genre de process normalement pour la suite si tout se passe bien? C'est ça, en fait on va être dans des cuves qui sont de plus en plus grosses, donc ce qu'on a au labo, ça a une certaine échelle. Ensuite, nous, je ne sais pas si on construira l'échelle pré-industrielle, ce que Vercor a fait à Grenoble. Tu avais aussi enregistré un podcast avec Tristan Doumi-Ami, il l'avait mis en région parisienne. Mais nous, on pense que cette partie-là, on va plutôt la sous-traiter. C'est-à-dire que tu as des personnes qui te louent des fermenteurs de 10 mètres cubes, 50 mètres cubes. Et toi, en fait, tu payes juste le batch, et donc ça t'évite d'avoir à mettre l'installation en place, mais tu as quand même les datas. Et ensuite, dans un troisième temps, là, pour le coup, il faut vraiment construire ton usine de production. Où là, ça fait des fermenteurs qui font la taille d'un immeuble.
et où tu peux produire 10-15 000 tonnes par an. Donc c'est assez similaire, mais encore une fois, tu as besoin, on va dire, d'aligner la roadmap R&D, la roadmap de scaling et la roadmap financière en donnant des gages aux VC en disant mais regardez, j'ai Decathlon, LVMH et Michelin qui sont d'accord pour m'acheter tant de milliers de tonnes, mais enfin j'ai besoin de tant de millions pour pouvoir déployer l'unité de production, quoi. Ok, et alors pour tout ça, c'est quoi le pré-seed là? C'était combien? C'est public, on le dit? On va l'annoncer dans les prochaines semaines. Tu peux le dire ici, je pense, parce que de toute façon, on choisira ou non de le sortir si on veut. C'était combien? En tout, avec du non dilutif, on va arriver un peu au-dessus de 3 millions. Ok. En comptant l'ensemble des financements. Donc ça nous fait quelque chose qui est quand même relativement... ça nous permet de voir venir. La principale dépense, ça va être de la R&D, clairement. Mais avec des salaires, on a embauché 5-6 personnes juste sur la partie labo, recherche. Il y aura quand même une partie industrialisation, dans le sens où on devra payer ces fameux batchs, encore une fois, de plus gros d'échelle pré-industrielle. Ouais. Et à côté de ça, on investit un peu dans du matériel de recherche aussi. Et là, avec ces 3 millions, quoi, sur une valo à 10, je sais pas si tu vas le dire, j'en sais rien. Donc et avec ces 3 millions, tu n'as pas d'objectif de faire du chiffre d'affaires. Hein. C'est encore, ce sera l'étape d'après encore. Ouais, alors on pourrait, très franchement, on pourrait s'imaginer vendre. Le truc, c'est que ça va être des échelles qui vont être très faibles en fait. C'est vraiment, c'est une vraie marche. Hein. C'est-à-dire que le prix du caoutchouc, allez, admettons qu'on arrive à le vendre plus cher que le prix du marché, on est à $5 000 la tonne. Bon, on arrive, imaginons, même à en vendre 10 tonnes. 10 tonnes d'un produit, c'est quand même... Ça se voit, quoi. 10 tonnes, ok, t'as fait 50 000 € de chiffre d'affaires, tout le monde s'en fiche. Oui, non, c'est sûr. Ça dévalorise même ton truc, à un moment. Voilà. Faut être capable d'en produire au moins 100 tonnes par jour, presque, en fait. C'est ça. Ouais. Plusieurs milliers de tonnes par an, c'est vraiment un minimum. C'est un peu comme dans Silicon Valley, quand ils disent surtout faites pas de revenus, comme ça vous êtes un potentiel pure player. Mais donc on peut, tu vois. Et d'ailleurs, les gens avec qui je discute, ils sont bien conscients de ça. Ils disent, si tu veux, on veut bien te payer ton caoutchouc, mais nous, à la vérité, on consomme, 20 000 tonnes de caoutchouc par an. Tu vois bien que l'objectif, c'est qu'on t'en achète, 5-10 000 tonnes. Donc, on veut bien t'acheter tes 200 kilos à même, 100 € le kilo, si tu veux, mais ça comptera pas. Et c'est pas ça qui intéresse les VC, c'est pas ça qui intéresse les banques. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir déployer l'outil industriel. Mais c'est assez binaire, dans le sens où c'est pas comme du SaaS, où tu peux avoir une courbe qui est même exponentielle, mais où chaque deal a de l'importance. Là, c'est vraiment, c'est quoi ta capacité de production? Ok, 1 tonne par an, super. En fait, tu vas faire quelques milliers d'euros par an, tout le monde s'en fiche. Ok, 100 tonnes par an, tu vas faire quelques centaines de milliers d'euros par an, mais toujours pas très intéressant. En revanche, tu passes à 20 000 tonnes, 30 000 tonnes, ok, très bien. Là, tu fais 60 millions par an, bon, regarde, quoi. Et ça, en effet, comme tu le dis, ça prend de la place, notamment, hein, parce que tu dois avoir de la place pour cultiver, pour stocker, au moins pour faire partir. Il y a des matières premières et des déchets. Des déchets. Selon toi, le moment où tu arriveras à vendre tes premiers produits de manière significative, ce serait quand, idéalement? Idéalement, dans 4 ans, quoi, donc 2028, où tu as une unité commerciale qui marche comme tu as envie qu'elle marche. Ça doit être quelque chose. Tristan, mais ça marche. Idéalement, dans 4 ans, tu as quelque chose qui tourne, quoi. En plus, si tu arrives à rétrofit une usine, ça peut aller plus vite. Mais c'est ça l'objectif, tout à fait. C'est pas difficile quand tu viens du software? À la fois, tu as ce côté, effectivement, où du coup, c'est lent et tes bactéries, elles poussent, ça met 2 jours à pousser, t'as rien à faire à part les regarder pousser. Donc, tu as ce truc de boucle de feedback qui peut être un peu lent. Mais en même temps, je trouve ça très gratifiant d'avoir quelque chose de concret. La première fois, tu vois, c'est où tu te dis, ok, donc j'ai créé ça se voit, ça se touche, et je peux le faire passer dans une machine qui me dit, c'est bien ce que tu penses. Ça, je trouve ça vraiment très gratifiant, et donc ça amène une dimension même d'ambition et tu peux embarquer les gens qui est beaucoup plus forte que pour un produit software, en fait. C'est pareil, Benoît, il en parlait dans son podcast, mais alors le spatial avec des
gens comme SpaceX, c'est encore mieux parce que tu as tout cet univers quasiment enfantin qui fait rêver, quoi. Mais c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire une boîte industrielle, c'est pour me dire, je veux que ce soit concret, je veux qu'on puisse voir l'impact de ce qu'on fait et que les gens puissent tenir nos produits dans les mains. Et de ce côté-là, c'est vrai que ça vaut le coup de mettre des efforts. Il y a des trucs qui sont pas encore parfaits. Enfin, je veux dire, évidemment, il y en a plein, mais en termes de justement ceux qui voudraient te critiquer sur la pollution ou sur le fait que c'est très candide comme question, mais le fait que par rapport à du caoutchouc naturel ou par rapport à machin, ils te diraient quoi en fait? En fait, tu vas avoir un certain nombre de sur la source de sucre, la source de carbone, le feedstock, tu peux avoir la critique de dire oui, mais c'est en concurrence avec l'alimentation humaine. Oui, la betterave. En fait, la betterave, en Europe, c'est de la betterave, aux États-Unis, c'est plutôt du maïs. T'aurais ça. Donc c'est pour ça qu'on essaye de répondre à ce truc, ne serait-ce que parce que c'est dans notre intérêt économique, mais en disant, en fait, oui, mais on va pas priver des humains, on va pas enlever le pain de la bouche à des humains. Ensuite, sur la partie pollution, je pense que c'est clair pour tout le monde que c'est infiniment préférable à soit de la culture dans des domaines tropicaux, soit du pétro-sourcé. Ensuite, mais c'est vrai qu'en Europe, tu peux avoir une espèce de peur, en fait, liée à une avancée technologique où on est quand même en train, littéralement, de coder du vivant. On code de la matière, ok, donc ça peut faire peur. On a une réglementation sur les OGM qui a été mise en place au nom d'un principe de précaution qui est un peu en train de changer, mais ça peut faire peur. Et je sais elle te limite, cette réglementation, aujourd'hui? Elle vous limite? Elle va nous limiter, notamment quand tu montes une usine, tu as des réglementations qui n'existent pas ailleurs dans le monde parce qu'on est très, très, très prudent. Et donc, trop. Clairement, pour moi, c'est trop. C'est-à-dire que le fait de prouver que ça ne peut pas avoir d'influence négative, déjà c'est impossible puisque prouver l'absence de quelque chose, d'un point de vue logique, c'est un sujet. Mais ensuite, on va se limiter dans un certain nombre d'innovations. Mais bon, toujours est-il que tu peux avoir cette peur-là, et je me souviens d'une discussion avec même des investisseurs où, moi, le facteur déclencheur de l'intérêt de la biologie synthétique, ça a été le Covid, où je me disais, ok, j'ai compris le principe des vaccins ARN messager, je suis complètement scotché, c'est génial, on est en train de programmer des humains à une échelle planétaire pour qu'ils produisent leurs propres Oula, médicaments. quand tu dis ça, on est fait, wow. Là, en France, on est en train de programmer des humains dans leur corps. Attends, donc, mais j'ai accepté ça, moi. Tu t'accroches un peu à la table, mais c'est vrai que je peux voir comment ça peut faire peur. Donc il y a un certain nombre de procédés qu'il faut qu'on mette en place. Il faut qu'on puisse vérifier et faire vérifier que notre technologie est sûre, que par exemple ça ne peut pas créer de pathogènes. On manipule des bactéries qui sont globalement sympas. Faut pas les manger, mais à part ça, ça ne balade pas dans l'air, ça fait pas de trucs incroyables. On utilise un procédé qui existe dans la nature, donc ça reste un processus industriel, donc il faut faire attention, mais on n'a pas d'énormes limites. Mais je vois bien comment psychologiquement, on parlait du problème politique du nucléaire tout à l'heure, il peut y avoir aussi un espèce de backlash où, de manière assez irrationnelle selon moi, on termine à typiquement interdire, l'Italie a interdit la culture de viande cellulaire, alors qu'il n'y a pas d'industrie de viande cellulaire en Italie, même pas aux États-Unis, pour des raisons, mais purement idéologiques et de lobbies qui se sentent menacés en disant « Ah, mais attendez, ils vont détruire notre mode de vie et ils vont nous faire manger des insectes. » Donc, il peut y avoir des sujets comme ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et on fera ce qu'il faut pour faire de la... Tu manges des insectes, toi? Je mange pas d'insectes, enfin pas tous les jours en tout cas, ou pas volontairement. Tu sais que j'ai mangé des insectes récemment, je m'en étais pas rendu compte. Non, j'ai fait une rando, je traversais la Corse. Ah oui, j'ai vu. Et en fait, on avait des bars d'une marque qui s'appelle NAC, qui nous avait offert plein de trucs. Et puis à un moment, on regardait un peu de quoi c'était fait. Il y en avait, en effet, il y avait du criquet dedans. Non, mais après... En fait, une fois que tu l'as mangé et que tu trouvais ça bon, tu te dis ouais, en fait, écoute. Ouais, en Thaïlande, ils te font manger des araignées ou des petites larves, c'est gras, c'est bon. Ok. Et est-ce que c'est les propriétés de ce caoutchouc? Donc elles pourront être quand même un peu modifiées, j'imagine. Est-ce que on peut se dire qu'on fera je sais pas moi, je reste sur les pneus, ça peut être des capotes, je sais pas, les capotes, qui durent plus longtemps, je sais pas, mais des pneus qui te permettent de faire 10 fois plus de kilomètres ou avec des propriétés pour la chaleur, pour le froid, pour machin, tout ça. Ouais. À terme, c'est clairement, cette ambition-là dont on parlait au début, de dire ok, donc j'ai besoin d'un matériau avec telle et telle caractéristique, faites-le. C'est vraiment l'objectif, donc d'avoir une compréhension, et ce sera probablement une modélisation suffisamment fine
pour pouvoir dire, ok, donc tu as besoin de faire plus de kilomètres ou de tenir moins 50, je sais pas moi, sur Mars, n'importe quoi, je vais te produire le matériel, je vais déjà te le designer, ensuite te le produire grâce à mes petites enzymes qui vont t'arranger les atomes de la bonne matière. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une boîte comme Bacta ? C'est le brevet d'origine sur lequel tu bosses, c'est la mise en le play d'exécution, ça va être ces gigafactories que tu vas construire. Qu'est-ce qui fait la différenciation ? Est-ce qu'on peut te copier ? Est-ce que tu as des tas de concurrents qui marchent ? Ça fait plein de questions à tiroir en même temps, mais c'est quoi ta diff ? Alors aujourd'hui, on n'a pas de concurrents parce qu'en fait, il y a ce processus agricole qui existe et qui du coup fait que le moyen le plus facile de produire du caoutchouc aujourd'hui, c'est de planter un EVA et de revenir dans 10 ans. On a un certain nombre, et on le voit, d'entreprises qui font des biomatériaux, donc du cuir, de la soie, ou même certains, ça s'appelle les isoprénoïdes, la famille de produits chimiques dans laquelle on opère, donc tu as certaines choses pour la cosmétique, etc., qui sont produits par des bactéries. Nous, on a cassé des verrous scientifiques avec une techno développée par l'INSERM. Ça nous protège un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, pour une boîte comme nous, la valeur, elle est vraiment dans le fait de pouvoir produire massivement une commodité à un coût qui permet la rentabilité. On n'est pas dans un paradigme pharma où ce qui coûte cher, c'est la molécule miracle ou le procédé miracle, parce que, en fait, le caoutchouc, c'est des dizaines de millions de tonnes qu'il faut produire tous les ans. C'est des gens qui ont des marges, mais vraiment extrêmement fines. Donc, il faut pouvoir, de manière fiable, répétable, produire de la matière à une échelle industrielle. Et pour moi, c'est ça qui fera notre valeur. Donc, ça veut dire que l'exécution va énormément compter, l'excellence industrielle va énormément compter, et ensuite, chaque petit pourcentage de performance qu'on peut trouver dans notre souche va compter. Ok, je posais cette question parce que je me disais, j'imagine, en effet, c'est ce que tu viens de dire là à la fin, mais petite performance en fait, j'imagine que les améliorations, la R&D sur votre produit va être aussi très importante. Peut-être que là, vous pouvez avoir toujours un temps d'avance sur les autres. C'est ça. Okay. Et puis, en fait, tu peux avoir, tu vois, donc tu as une souche qui produit du caoutchouc, donc en fait, tu vas avoir un rendement pour cette souche. Et c'est un peu ça ton actif principal. Donc si ta souche elle est meilleure que celle du voisin, ça veut dire que ton coût de revient il est plus faible que celui de ton voisin, et donc tu vas le battre. Et donc si tu pars avant, ça veut dire que là, tu vois, il y a des modèles d'IA qui peuvent t'aider à diriger l'évolution de ta souche, tu peux designer des meilleures enzymes, etc. Donc c'est vraiment ça l'actif, et ensuite la capacité à le déployer à une échelle mondiale et industrielle. Et alors, aujourd'hui, toi, tu as réussi, avec tes tutos YouTube, à convaincre des gens dans des labos. Voilà. Est-ce que tu vas réussir, avec des tutos YouTube, à convaincre des gens qui vont t'aider à... Parce que le process d'industrialisation, c'est un job que tu n'as jamais fait non plus. Tu as recruté les personnes déjà, ou c'est les prochaines étapes ? Alors, on a des advisors qui ont fait ça, qui ont soit monté des entreprises de biomatériaux, soit qui ont des connaissances dans ce domaine-là, mais on a recruté personne. Clairement, aujourd'hui... T'en es pas encore là. Voilà, il n'y aurait pas vraiment de travail. On est concentré sur la R&D, mais oui, disons d'ici 18 mois, 18 mois, 2 ans, l'objectif c'est d'avoir quelqu'un qui soit capable de mettre tout ça en musique et d'avoir une production industrielle. Où est-ce qu'on peut t'aider autour de ça, ceux qui nous écoutent là, qui sont allés jusqu'au bout, qu'est-ce que tu peux, si on est dans 18 mois et qu'ils écoutent ça, donc vous êtes à fin 2025 déjà, ou en 2025, contactez Mathieu, mais c'est quoi tes besoins, tes envies, les trucs de ouf qui pourraient tomber du ciel et qui te changeraient la vie ? Ouais. Alors au jour d'aujourd'hui, il y a effectivement les contacts, on va dire plutôt commerciaux, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à tester ce matériau et à l'intégrer dans leur supply chain pour la production d'objets manufacturés. On recrute, donc bon voilà, on a un job board, plutôt des scientifiques aujourd'hui, ingénieurs en protéines, ingénieurs en souche, et ça c'est toujours appréciable d'avoir des talents de grande qualité. Et dans 18 mois, effectivement, là ce sera plutôt recherche de site industriel, potentiellement une usine qui peut nous accueillir ou sous-louer une partie de son outil pour qu'on puisse faire des tests. Et derrière, il y aura potentiellement une dimension d'internationalisation où là, on cherchera des clients et des débouchés ailleurs. Très intéressant. Ça se battait au portillon pour rentrer dans ton capital, ou comment ça s'est passé avec OVNI ? Ouais. Alors avec OVNI, donc c'est Thomas qui m'a contacté, qui avait une connaissance. J'étais un peu surpris. C'est rare les VC qui ont une bonne connaissance technique comme ça. Donc on est allé assez vite. J'ai rencontré Augustin le jour même et on a. Ouais, ce que j'ai appris tout à l'heure. Ouais, deux rendez-vous dans la journée. Il était chaud. Mais Thomas, il s'est allé chercher tout le monde. Hein. C'est vraiment le. Il m'a mis. Il me dit Augustin est dispo à 18h. Ok, très bien. Ils sont venus au labo et c'est quoi hier je les ai vus. Ils faisaient la même chose. Ils étaient ensemble et puis il dit tu t'es dispo à 17h15. Oui, tiens, il faut que tu vois machin. Et je l'ai vu ce matin. Donc
Donc marrant, intéressant. Okay. Donc il y a eu ça. Ensuite, alors je pense que moi j'ai approché la levée de fonds un peu de manière un peu arrogante, tu vois. Je me suis dit, bon, ça va, c'est la 3e fois que je fais ça, j'ai déjà exit une boîte, ça va être hyper facile. Ben, c'était pas facile. Ouais. Je pense que aujourd'hui, pour une boîte de software, en fait, le VC est quand même basé, tu vois, sur cette espèce de power law où il y a des modèles, il y a des blueprints, il y a des playbooks qui ont été développés. Et en fait, tu te dis, bah, je peux perdre de l'argent sur 95% de mes investissements, j'ai mes 5% qui vont devenir des licornes et ça va marcher. Pour l'outil industriel, en fait, un VC, c'est une logique qui est complètement différente, où il y a effectivement pas mal de CAPEX, où les durées sont beaucoup plus longues. Enfin, le temps d'un fonds, en général, c'est 5 ans d'investissement et 5 ans de désinvestissement ou récupérer les sous. Nous, on est sur des temps où, à moins de 8 ans, tu fais pas grand-chose. Et donc, il y a un certain nombre de contraintes comme ça qui font que les VC, en tout cas, beaucoup de VC européens, arrivaient pas, mais pour des raisons vraiment... techniques, eux, leurs LPs, ils sont pas structurés pour ça. Donc il y avait ce sujet-là, et ensuite il y avait le sujet où on est quand même relativement tôt, nous, dans l'aventure. Tu vois, tu prends un risque qui est pas un risque de marché, contrairement à du SaaS, parce que c'est sûr que si on arrive à construire ce qu'on veut construire, ça se vendra, mais qui est un risque technologique assez fort, en fait. Où tu te dis, ok, votre truc là, ok, ça marche à une échelle labo, mais il y a... c'est pas comme un slider AWS où tu augmentes le nombre de bases de données. C'est vraiment, il va y avoir des challenges à chaque étape. Donc voilà, tu vas passer de 10 à 100 litres, puis de 100 litres à 1 mètre cube, puis etc. Et à chaque étape, tu remets tout en jeu. Donc il n'y a pas un moment assez tôt, là, rapidement, où tu te dis, là c'est bon, la réponse on l'aura. C'est bon, on saura. Franchement, ma plus grande peur, c'est quand on passe de 50 à 400 mètres cubes, qu'il y a un truc qu'on n'ait pas vu, qui rate, et qui fout tout par terre. C'est vraiment, et je pense, c'est arrivé, j'ai discuté avec des gens, des Américains qui avaient levé 1 milliard, et en fait, il s'est passé ça, tu vois. C'est pour te dire à quel point il y a des mécaniques qu'on ne comprend pas dans la biologie, et que du coup, c'est encore, malgré les promesses, très risqué pour un investisseur, quoi. Et donc, c'est marrant parce que je me dis, tu devrais pas dire ça sur un podcast, et à la fois c'est bien. Non, mais c'est bien parce que je pense que au moins ceux qui viennent, déjà ils connaissent le risque, mais c'est du capital risque quoi qu'il arrive. En revanche, c'est aussi en faisant ces paris-là. Alors, la question, c'est que ce que j'arrive pas à voir, c'est dans quelle mesure tu peux faire 50-60 millions, ok. Est-ce que tu peux faire 600 millions? Est-ce que tu peux faire 600 milliards? Tu vois, jusqu'où ça va? Il y a des enjeux de souveraineté intéressants, j'imagine, ça, qui sont très 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 importants à l'heure actuelle. Peut-être qu'il l'aurait été moins il y a 10 ans, mais voilà, c'est un peu mes réflexions depuis que je t'ai dit tout à l'heure. Mais c'est clair que les promesses sont là en fait, et si on arrive à faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire à produire encore une fois de manière massive pour un coût raisonnable, à la limite, tu veux dire que tu captures 100% du marché, et derrière tu prends non pas le caoutchouc, mais d'autres isoprénoïdes, parce que notre plateforme technologique nous permet de faire ça. Et donc, faire une boîte qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires, c'est clairement possible. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. La boîte qui fait le plus de profit au monde, c'est une boîte de matières premières qui s'appelle Saudi Aramco. On peut avoir ce genre, tu vois, de phénomène qui arrive où, en fait, tu as une boîte de bioproduction qui génère de fait plusieurs pourcents de l'industrie pétrochimique mondiale. Donc, c'est sûr que c'est possible. Maintenant, encore une fois, il y a pas vraiment d'exemple, c'est des technologies qui sont extrêmement récentes. Tu vois, le fait de séquencer le génome humain, c'était en 2003, donc ça fait 20 ans en fait, et c'était un projet de recherche. Donc on n'a pas vraiment d'exemple de gens qui sont allés aussi loin. On n'a pas de blueprint, l'infrastructure elle est encore assez balbutiante. On voit des choses, on a une espèce de courbe exponentielle décroissante pour le coût de l'ADN. Donc tu vois, tu pourrais le relier à la loi de Moore sur le nombre de transistors par puce, mais on n'a pas encore d'exemple, et donc, d'un point de vue VC, c'est vrai que c'est compliqué. Et ça se voit dans les fonds, d'ailleurs, où on a beaucoup de fonds qui investissent dans le SaaS, on a beaucoup de fonds qui investissent dans l'IA, on a beaucoup de fonds qui investissent dans même le Web3 ou que sais-je. On a très peu de fonds industriels, et en pré-seed, en général, c'est plutôt des grands groupes qui, eux, font leurs expériences et qui ensuite se lancent sur des joint ventures, ce genre de choses. Je parlais avec un jeune homme qui fait une boîte française dans le spatial que je vais probablement enregistrer bientôt. Et en fait, tu te dis à chaque fois, c'est fou parce que à chaque tour de table, t'as beau faire des grosses avancées, etc. Il y a un moment où ton enjeu, il est même pas forcément c'est lié au risque dont tu parlais tout à l'heure, mais si tu trouves pas l'argent, si c'est devenu quand tu dois lever 50 millions ou 200 millions, faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne les mettre, quoi. En effet. Ça fait partie du job, et c'est le jeu de convaincre les gens. Après, on a
Je pense qu'il y a peut-être même une classe d'actifs à inventer là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que le VC, ok, donc t'as des actifs qui sont très risqués, mais qui peuvent monter très vite, très haut, très simplement, entre guillemets, ou en tout cas avec des playbooks éprouvés. Peut-être que t'as un truc à construire avec juste des boîtes industrielles où tu te dis, en fait, moi j'investis tant, et puis en plus de ça, je vous fais tant de leasing, et si vous vous plantez, c'est pas grave, parce que je sais que les machines, je pourrais en faire autre chose. Donc, la BPI remplit un peu ce rôle-là. Il y a des banques qui permettent de faire de la dette pour, encore une fois, acheter des machines que du standard pour pouvoir le récupérer si besoin. Mais il y a peut-être même, encore une fois, vous êtes aspirant VC, je sais pas, mais ça peut s'étudier, on va dire, d'avoir cette classe d'actifs de boîtes industrielles qui ont par ailleurs d'autres bénéfices que juste créer de l'emploi, mais qui doivent se financer d'une manière ou d'une autre et dont, encore une fois, les promesses sont vraiment mirifiques. Il faut simplement que ça advienne. Très clair. Très clair. Écoute, c'est passionnant. Ta prochaine levée, tu crois qu'elle sera quand ? Écoute, ça dépend un peu des résultats du labo. Il y a des jours où on a l'impression que ce sera dans 6 mois. Il y a des jours où on se dit, oula, pas avant 2026. D'accord. Mais clairement, de toute manière, on a 24 mois de runway, donc il faudra que ce soit avant. Okay. Et en fait, c'est surtout des milestones. Donc là, où l'objectif, c'est d'avoir une souche qui performe bien à une échelle pilote, d'avoir des premières marques d'intérêt de la part de boîtes et potentiellement des premiers prototypes pour pouvoir le montrer physiquement aux investisseurs. Si tu me cites, les marques d'intérêt, c'est peut-être là où des gens pourraient nous aider. Quelle boîte ? Ce serait quoi ? Bridgestone, les boîtes, Pirelli, Michelin ou ça va être des boîtes, encore une fois, des marques de chaussures, de luxe, LVMH, Kering, des articles de sport, Decathlon, Salomon, tout cela, s'ils te contactent là. On prend. Ouais, ok, très intéressant. Voilà, vous savez où te joindre, on peut te contacter sur LinkedIn. LinkedIn, surtout. Mathieu, avec un seul T, tout le monde n'est pas parfait. Noé, pardon, Nohet, Bacta. On peut vous ajouter, vous tous. Écoute, je trouve que on a fait quand même un bon petit tour. Je regarde mes questions et les choses que j'ai pu noter tout à l'heure. Mais je trouve ça hyper intéressant. T'as remis de l'argent, toi, dans cette boîte au début ? Tout à fait. Au début, j'avais le pool initial pour financer l'expérience avec l'INSERM. Et là, j'avais besoin d'un petit bridge, entre guillemets, le temps que la levée se close. Mais oui, j'ai mis... je pense que hors OVNI, ça doit être moi le plus gros... souscripteur. Et t'as pas mis de l'argent d'OVNI ? J'ai pas mis de l'argent dans OVNI, je les connaissais pas à l'époque, malheureusement. Okay. Mais t'as investi dans d'autres fonds ? J'ai investi dans d'autres fonds, tout à fait. Ok, lesquels ? J'ai investi dans un fonds qui s'appelle Sharpstone Capital. Ouais. Et ensuite en business angel dans des deals. Très bien. Écoute, je vais leur demander de te faire venir en souscripteur aussi quand même, en LP. Bon, merci Mathieu. En tout cas, c'est passionnant. Écoute, passionnant, très clair. Et à la fois, on voit tellement d'univers de possibles. Moi, j'adore ces projections. Et puis, j'aimerais tellement voir... j'ai quand même bien ri en me disant, en vous voyant vous exciter devant un verre d'eau. Et voilà, mais se dire, en fait, tu vois, on peut par la bio, la tech, le VC aussi faire des choses qui sont... tellement impactante. Et puis tu as utilisé un terme, abondance soutenable. Je le fais en anglais, c'est sustainable abundance, mais l'idée c'est vraiment qu'on ait suffisamment, encore une fois, d'énergie et de matières premières pour que tout le monde ait une vie la plus confortable possible sans qu'on détruise tout autour de nous et qu'on puisse s'étendre, croître, se multiplier. C'est intéressant. On va creuser tout ça. Merci. Mathieu. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. On t'ajoute sur LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter aussi sur LinkedIn, au passage. C'est cadeau, c'est gratuit. Et puis, surtout, partagez cet épisode à 2 personnes. Chez Bridgestone, chez Pirelli, chez Michelin, chez Decathlon, chez Nike, chez Adidas. Moi, je connais des gens aussi un peu partout dans ces boîtes-là. On en reparlera parce qu'on pourra le faire. Faites-les écouter. En fait, pour ces boîtes-là, c'est quand même très prometteur. Hein. Je veux dire, je dis ça un peu en rigolant. Je suis un peu lourd, mais... il y a un moment où ils cherchent aussi des moyens d'avoir de l'impact, des gens qui produisent, en effet, des chaussures. Je pensais PVC, c'est pas pareil que le caoutchouc. Non, c'est encore autre chose. Plastique. C'est plastique. Ouais. Il y a des gens qui font du plastique. Il y a des gens qui font du plastique, du PVC. Il y a des gens qui font du bioplastique, tout à fait. PHA, PHB, vraiment c'est un des trucs. Même un des exemples de success story qu'on cite souvent, c'est ça, c'est des bioplastiques, parce qu'ils arrivent à des coûts qui sont très peu chers et ils remplacent du pétrole sourcé. Ok, bon voilà, plein d'espoir. Tout faire. Merci Mathieu, Noé, à plus, salut tout le monde, ciao.